C'est certainement le désert le plus chaud que je connaisse. En été, la température peut monter jusqu'à 55 degrés. On ne peut pratiquement pas toucher le sable avec la main plus de quelques secondes. Le seul moyen de sortir d'ici est la chaîne montagneuse de l'Atlas, située à des centaines de kilomètres. Mais impossible de l'atteindre dans une telle fournaise. On ne peut que survivre jusqu'à ce que l'on vous retrouve. Il faut garder la tête froide, au sens propre. Je me confectionne donc un turban avec mon t-shirt. Dans cette chaleur, le cerveau peut surchauffer et le corps capituler. On se transforme vite en repas pour les vautours. Et pour maintenir ma tête au frais, je vais uriner sur ce t-shirt. Ce n'est pas très agréable, mais ça va me permettre de préserver de la fraîcheur. J'ai déjà eu recours à cette technique dans le désert. Dans une telle chaleur, tout ce qu'on peut faire pour garder sa tête au frais permet de prolonger son espérance de vie. En s'enveloppant la tête avec ça, on peut gagner quelques heures de survie supplémentaires dans une chaleur qui vous rôtit lentement. Ce sont les traces du Paris-Dakar. Comme vous le savez, ce rallye, qui est l'un des plus longs et des plus difficiles du monde, traverse tout le Maroc et le Sahara occidental. Une fois, un motard a eu un grave accident dans lequel il a été blessé, sa moto détruite. Il a compris qu'il était fichu. Heureusement, grâce à un berbère qu'il a trouvé et secouru, il a pu en réchapper et raconter son histoire. Ce motard a eu la chance d'être secouru. Mais échoué ici tout seul, la seule issue possible, ce sont les contreforts de l'Atlas. Malgré leur apparente proximité, dans cet enfer salé, même une courte distance à parcourir peut être fatale. Sur un seul plat comme celui-ci, les distances paraissent 3 fois plus courtes qu'elles ne le sont en réalité. De ce fait, les montagnes semblent ne jamais se rapprocher. La chaleur suffocante, 54 degrés, est très éprouvante physiquement. La perte de repères due à la brume de chaleur et à la platitude du terrain, qui peut être fatale. Il y a un mirage là-bas. Tout droit sur l'horizon, vous voyez ce miroitement? Ça ressemble à s'y méprendre à une grande étendue d'eau. Là, on trouve rapidement une trace de sentier permettant de sortir de ces gorges. C'est sans doute un vieux sentier de caravane emprunté depuis des siècles par les nomades avec leurs dromadaires. Si je suis ce sentier, il me mènera sûrement à un campement. Ces sentiers servaient autrefois à acheminer de l'or, du sel et des esclaves depuis le sud saharien. Les Berbères les utilisent aujourd'hui encore comme route commerciale ou comme abri. Quelqu'un est passé ici, c'est sûr. Regardez, il a construit un muret pour couper le vent. Et il y a même des crottes de chèvres à l'intérieur. Quelqu'un s'est servi de cet abri, ce qui veut dire que je suis sans doute sur la bonne piste. En effet, la plus belle des vues ne tarde pas à se dresser devant moi. Ah, des constructions, des palmiers et des gens. Cela ne veut dire qu'une seule chose. Vous êtes sauvés. Mais vraiment, quand on se retrouve perdu ici, tout seul au cœur du Sahara, c'est l'enfer pour survivre. Les défis du Sahara sont extrêmes, mais le savoir et les techniques de survie des Berbères peuvent aider à s'en sortir vivant. Un savoir aussi légendaire que leur hospitalité. Je ne sens presque plus mes doigts et j'ai l'impression que mes oreilles vont tomber. Avant de sauter, le pilote m'a dit qu'il faisait moins 29 degrés ici. Je comprends mieux ce qu'il voulait dire. Il faut que je range mon parachute et que je parte. Si vous ne bougez pas, vous gelez sur place en quelques minutes. Il faut bouger et essayer de descendre dans la vallée dès que possible. Le Transsibérien, à des centaines de kilomètres au nord, est la seule façon de quitter cet enfer de glace. Mais pour atteindre cette ligne de chemin de fer, vous mettrez votre corps à rude épreuve. Dans ce froid extrême, le métal colle immédiatement à la peau. Imaginez comme ça doit être terrifiant d'être sous l'eau et de ne plus pouvoir en sortir. Je vais donc demander à l'équipe de m'aider à creuser un gros trou pour aller sous la glace
et vous montrer comment c'est là-dessous et comme il est difficile d'en ressortir. L'eau là-dessous est de 1 degré au-dessus du point de congélation. Quand on entre dans l'eau, le froid seul peut vous tuer. Le choc thermique peut avoir le même effet qu'une crise de panique et vous empêcher de respirer. La circulation sanguine s'arrête et vous ne pouvez plus utiliser vos mains. Et si vous survivez, vos muscles s'affaiblissent, vous avez des crampes et en quelques minutes, vous pouvez perdre connaissance. Dirige vers la ligne de chemin de fer du Transsibérien, notre seul salut. Vous voyez, en bas dans la vallée, c'est forcément une route ou une voie ferrée. Allons-y. Allez les gars. Il faut descendre. Faut courir les gars. Il y a un train de marchandises à environ 1,6 km. Je devrais pouvoir atteindre la voie ferrée, sauter dans le train et quitter cet endroit. On doit attraper ce train! J'ai parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici. Les défis imposés par la Sibérie sont très difficiles. J'ai plongé dans des eaux glacées, traversé des lacs gelés et essayé de déjouer le labyrinthe que représente la taïga. Je dois adapter ma vitesse à celle du train. Si je rate mon saut, je peux me retrouver sous les roues. Un dernier sprint et je devrais pouvoir sauter dans le train. Souvent, les gens font l'erreur d'attendre trop longtemps avant d'agir pour leur survie. Le meilleur moment, c'est quand vous êtes encore frais et dispo. Pour un naufragé échoué sur une île déserte, les priorités sont la protection, le sauvetage, l'eau et la nourriture. Mais avant tout, il faut connaître les lieux pour jauger ses possibilités. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de prendre de la hauteur. Regardez, il y a une fissure le long de cette paroi. Ça va m'aider à l'escalader. Cette ascension d'une trentaine de mètres s'annonce difficile. Les forces opposées, en poussant avec les pieds et en tirant avec les bras. Ensuite, essayez de monter en rythme. Autre conseil, posez les pieds le plus à plat possible contre l'arbre afin d'améliorer l'adhérence. Bon. Ensuite, il faut les faire tourner pour qu'elles tombent. Faire tomber une noix de coco, c'est déjà bien. Mais l'ouvrir, c'est encore mieux. Prenez le bas de la noix et attaquez-le à petits coups. Il faut découper une sorte de triangle dans les cales afin d'accéder au cœur de la noix de coco. Quand vous obtenez une forme de pyramide comme ça, coupez le haut de la noix. Et voilà. Retirez ça. La coque de la noix de coco contient de l'eau qui va se transformer en lait, puis plus tard en pulpe blanche. C'est délicieux. Et c'est rempli d'eau à l'intérieur. Une noix de coco assez grosse peut contenir au moins 1 litre d'eau. Elle apporte également plus d'électrolytes qu'une boisson énergétique et plus de potassium qu'une banane. Bien, allons-y. Mais c'est très à pic et il y a tout un enchevêtrement de racines sur cette paroi. Bon, je me lance. L'une de mes histoires de survie préférées a eu lieu en Antarctique. Ernest Shackleton et son équipage ont navigué 1300 km dans les eaux les plus hostiles de la planète afin d'atteindre une île. Mais ils ont débarqué du mauvais côté et ont dû escalader des montagnes pendant 36 heures pour retrouver la civilisation. La morale de cette histoire, c'est... ne vous croyez jamais en sécurité tant que vous ne l'êtes pas vraiment. Et quand vous apercevez un espoir de sauvetage, ne le lâchez pas. C'est un aérodrome!
C'est ma chance. Un avion s'apprête à décoller. Allez, on peut y arriver! Un dernier effort pour rattraper l'appareil.